soir qui touchent celle de la démocratie et celle des mouvements sociaux. Donc, c'est là-dessus que je vais me... Donc, on va avoir une partie un peu historique, plus classique, puis une partie plus comment comprendre les mouvements sociaux maintenant, puis en les reliant aussi à ce qui s'est passé en Amérique latine, parce que ce qui s'est passé au Brésil, c'est assez aussi proche des mouvements sociaux en Amérique latine. De là, le fait que j'ai laissé à votre intention deux textes, un qui touche le Brésil, puis l'autre l'Amérique latine. Et finalement, si vous en aviez un à lire, lisez celui sur l'Amérique latine, parce que je trouve qu'il est bien mieux et bien... il est tellement bien appliqué par rapport au Brésil, il n'y a aucun problème, et il donne en fait une bonne idée des mouvances sociales dans la région. Alors, pourquoi je pense que je peux vous dire des choses, c'est que je travaille au Brésil, oui, depuis plusieurs années, et j'ai fréquenté trois mouvements sociaux en particulier, le mouvement féministe, le mouvement lié aux personnes handicapées et le mouvement noir. Donc, ça me donne probablement une certaine idée de ce qui se passe dans les mouvements sociaux. Je l'ai fait aussi dans différentes régions du Brésil. J'ai travaillé en Amazonie, dans une ville qui s'appelle Belém, mais aussi dans la campagne, dans le milieu rural, donc autour de Belém. Et j'ai travaillé aussi à Salvador de Bahia, dans la ville elle-même, dans différents quartiers de cette ville et aussi dans la périphérie. Ce qu'on appelle périphérie au Brésil, c'est la plupart du temps des quartiers défavorisés qui sont dans la ceinture des très grandes villes. Et puis, j'ai fait le même genre de choses à Rio de Janeiro, donc dans les années récentes, là où je me suis vraiment concentrée sur le mouvement noir. Dans chacun de ces périples, alors avec le mouvement des femmes, je me suis intéressée à la question de la santé. À ce moment-là, j'étais encore très proche des questions de santé et je m'intéressais à ce qui se passait au niveau de la municipalisation des services de santé. Donc, une réforme qui était en cours par rapport au système dit universel de santé, le SUS, qu'il y a au Brésil. Et je m'intéressais à l'impact que ça allait avoir, cette réforme, sur les femmes et les familles, particulièrement dans les milieux défavorisés. Alors qu'à Salvador de Bahia, j'ai plutôt travaillé avec une ONG qui elle-même était reliée avec une multitude d'autres, en fait, puisque j'ai découvert en cours de route que c'était une ONG presque réseau en elle-même. Donc là, je m'intéressais à l'aide extérieure apportée au Brésil à travers une vision humanitaire du travail auprès des personnes handicapées, qui m'a amené à travailler avec les personnes handicapées directement avec des institutions, avec toute la problématique de la désinstitutionnalisation, santé mentale inclus dans ce contexte-là, et avec différentes ONG et toute la problématique des droits humains. L'intérêt de cette ONG particulière avec laquelle j'ai travaillé sur le site brésilien de Salvador de Bahia, c'est que c'était aussi une ONG qui était parmi les 4 ONG signataires du démarrage du Forum social mondial. Alors, je suis tombée dans la soupe, finalement, sans le savoir, j'étais absolument pas au courant de ça. Et donc, dans un milieu extrêmement dynamique, extrêmement avant-gardiste, et qui n'approchait pas du tout le handicap comme seulement, entre guillemets, une condition détachée de son environnement social et des rapports sociaux, mais s'intéressait, dans le fond, on pourrait dire de cette ONG qu'elle affirmait, mais je vais exagérer la figure ici, nous sommes tous des handicapés. Dans le sens qu'elle comprenait, elle avait pour position qu'un handicap social, la pauvreté par exemple, c'est aussi important que d'avoir un bras en moins ou
une incapacité physique. Alors, donc, c'est cette ONG-là qui s'appelait Vida Brasil, travaillait autant avec les perspectives de genre, les perspectives d'inégalité sociale, les perspectives liées à la race telle qu'elle est comprise au Brésil. Et c'est vraiment au cœur du travail sur le handicap, très bizarrement, que j'ai commencé à m'intéresser aux questions ethnico-raciales parce que une des formes particulières de travail, et je vous dis tout ça parce que ça a des résonances avec le reste tout à l'heure, une des formes particulières du travail de cette ONG, donc c'était de se relier tout le temps avec des problématiques plus larges, d'avoir du soutien de grandes organisations internationales et de se dire, nous par exemple, ce qui est le plus important dans la région de Salvador de Bahia, c'est la question ethnico-raciale et la pauvreté. C'est au-dessus de la question du handicap. Le handicap, dans le fond, les autres dimensions, ils viennent expliquer pourquoi les personnes handicapées sont pauvres. Alors, j'étais très, très intéressée par leur manière de travailler, d'inclure l'art aussi et des activités ludiques à leurs actions transformatrices dans l'espace public comme dans les institutions. Et ça m'a déplacée progressivement dans mes intérêts de recherche vers les questions de droits humains et vers les questions ethnico-raciales, ce qui m'a amené à travailler donc dans les années récentes, plus récentes, depuis 2006-2007 en fait, sur le mouvement noir au Brésil, dans un moment extrêmement chaud, extrêmement complexe de l'histoire du pays, puisque était débattue à ce moment-là très fortement dans l'espace public l'idée d'avoir ou de ne pas avoir, d'accepter ou de ne pas accepter d'avoir des quotas pour les personnes noires et d'autres catégories de personnes défavorisées dans les universités. Alors, ça a fait un débat national, donc réservé des places spéciales, sachant que ces personnes-là ont des accès plus difficiles pour des raisons liées à la pauvreté principalement. Alors, cette situation-là, quand je suis entrée sur le terrain, était une situation, et reste une situation extrêmement délicate. Ça a divisé profondément la société brésilienne. C'était difficile pour les Brésiliens de travailler cette question-là parce que, principalement, on débattait dans le fond de la structure inégalitaire profonde de la société brésilienne, fondée sur une histoire, elle aussi, complexe, qui est celle qui relie le Brésil à la grande histoire de l'esclavage qui ne peut pas être complètement effacée de ce pays-là. Et c'est toujours difficile, hein? C'est comme nous au Québec, quand on discute de la question autochtone, parce que je ne me suis jamais sentie aussi proche de la question autochtone qu'en travaillant sur le mouvement noir au Brésil. Puisque, en comprenant que pour les Brésiliens, la question noire pouvait être aussi compliquée que pour nous, celle des Autochtones. Imaginez des conditions favorables qui permettent une meilleure accessibilité aux institutions, aux services publics, etc., peut être vu comme donner des privilèges. Un peu comme on le fait ici avec les Autochtones, que certaines personnes vont dire, ben là, ça va faire, on ne va pas leur en donner plus, ils en ont déjà assez, etc. Alors, c'était assez compliqué. Donc, travailler je n'ai pas travaillé directement sur la question des quotas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre beaucoup plus largement la question des réparations symboliques, matérielles liées à l'histoire de l'esclavage, avec une idée bien en tête, est-ce que c'est possible de réparer les blessures du passé quand les blessures sont des blessures collectives, des blessures historiques, des blessures où les auteurs et ceux qui, à l'origine, ont été finalement ciblés par toute l'histoire de l'esclavage, ne sont plus là. Hein? On est maintenant dans autre chose. Alors, comment penser ces questions-là et comment un mouvement social pense des questions de ce type-là, c'est ça qui m'intéressait.
Alors, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler directement aujourd'hui, mais pour vous dire que, donc, en fréquentant ces mouvements-là, j'ai été obligée de travailler un petit peu plus fortement l'histoire de ce pays, de m'y intéresser, et comme c'est un pays que j'adore, bourré de contradictions, complexe, grand, immense, un peu fou, où se rencontrent effectivement la joie et la douleur. C'est vraiment vrai dans les chansons. Je trouve que c'est vrai dans le quotidien, que c'est comme ça. Et c'est cet incroyable contraste-là qui est toujours extrêmement attrayant pour quiconque est sensible. Et cette histoire, donc, je vais y revenir maintenant, en vous ayant expliqué un peu d'où je pars pour parler de cette histoire-là, sachant aussi que j'ai un intérêt immense pour la question des droits humains et du développement de la perspective des droits humains au sein des mouvements sociaux. Et j'ai trouvé qu'au Brésil, il y avait une avance par rapport à nous, peut-être parce que l'expérience démocratique n'est pas tout à fait la même que la nôtre et que ne pas avoir de droits, c'est quelque chose qui est bien connu de la société brésilienne à cause de l'histoire des dictatures dont je vais dire quelques mots tout à l'heure. Donc, il faut comprendre que les mouvements sociaux au Brésil sont, comme nous voyons aujourd'hui, ce qui vous permet d'être dans la Russie aujourd'hui, ce qui vous permet d'être dans un monde d'ébullition, de transformation, de changement. Tout ça est aussi rendu possible parce que des personnes ont lutté très fortement pour une forme de démocratie qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est imparfaite, mais qui est quand même celle qui existe au Brésil, et que la question des droits a pris une place particulière dans cette société-là. Alors, et de la citoyenneté, bien entendu. Je vais dire juste un petit mot avant de commencer plus officiellement mon propos. La première fois que j'ai mis les pieds au Brésil pour faire du terrain, dans les années 90, je me disais, mais c'est étrange, j'ai l'impression d'avoir jamais vu autant le mot citoyenneté de ma vie. J'avais l'impression qu'il y en avait tous les coins de rue de ce mot-là. que tout le monde parlait que de ça. Bon, j'étais biaisée parce que j'étais pas loin d'un mouvement et tout ça, mais il reste que, par rapport à ce que je trouvais au Québec, c'était vraiment très intense. Et ce n'est que, je dirais, en approfondissant la question de l'histoire du pays et, comme je le disais, de la démocratie et de l'arrivée des mouvements sociaux tels d'aujourd'hui, que je pense avoir compris un petit peu pourquoi c'était comme ça. Donc, je pars un peu mon propos en vous donnant quelques repères autour de l'histoire du pays, bien loin dans le temps. Un peu comme quand on dit au Québec ou au Canada, on va vous dire on a deux peuples fondateurs et puis qu'on oublie les Autochtones. Alors, chaque pays, chaque nation a son mythe de construction nationale. Le Brésil en a un, nous en avons un, puis à travers ce mythe, on se raconte des histoires sur le nous, sur le qui nous sommes, sur nos identités et sur qu'est-ce que c'est que notre collectif. Alors, donc, je veux toujours qu'à chaque fois, je vais toujours essayer de temps en temps de faire un petit pont avec le Québec pour comprendre que je ne suis pas en train de vous raconter une histoire complètement exotique, complètement en dehors de ce qu'on connaît, nous. Oui, il y a des choses très, très différentes au Brésil d'ici, mais il y a des ponts à faire entre cette société du Nouveau Monde, et on est aussi une société du Nouveau Monde, nous, et nos mythes sont récents. Alors, il faut peut-être les comprendre. Alors, le Brésil, donc, c'est un très, très grand pays, comme vous le savez. Un pays, moi j'aime bien dire un pays continental, ça fait la moitié de l'Amérique latine, pratiquement, avec surtout une population extrêmement diversifiée sur le plan culturel. Ne serait-ce qu'en Amazonie, on y parle autour de 200 langues. Il y a peut-être des fois 10 personnes qui en parlent une, mais c'est vraiment beaucoup en termes de diversité.
Et là, on ne parle pas de population immigrante, mais vraiment du fondement même de la société brésilienne qui s'est constituée depuis une diversité très forte. Là-dessus, on se ressemble, puisque les Autochtones, on partage un peuplement qui réunit les Euro-Américains et les Autochtones, mais il y a une différence, c'est qu'au Brésil, il y a eu tout le contact avec le continent africain, sur lequel je vais revenir. Et on parle d'un pays qui a fondé sa richesse sur l'extraction, dans le fond, de différentes matières et sur l'agriculture extensive. C'est important de comprendre ça parce que toute la question du rapport à la terre, du rapport aux ressources, qui est particulier au pays et qui permet de comprendre toute une série de choses. Une autre chose aussi qui est importante, c'est que la colonisation, elle s'est faite, comme nous, par des gens qui avaient des visées d'évangélisation. Donc, on a aussi toute la dimension christianisante de la colonisation. Donc, le rôle de l'Église catholique, bien que les choses changent aujourd'hui, et dans l'histoire profonde du Brésil, le catholicisme, c'est quelque chose d'important. On a voulu, comme ici, changer la religion des gens des peuples autochtones, puis on a voulu aussi christianiser les Noirs qui arrivaient via l'esclavage. Je dirais, si je parlais de ce pays-là, qu'il est fait comme bien des pays du Nouveau Monde, parce qu'on partage cette grande histoire-là, d'une série d'appropriations de biens, de corps et de territoires. C'est là. Les Européens sont arrivés et se sont appropriés toute une série de choses qui ont été très importantes ensuite dans l'histoire du pays. Colonisation du Nouveau Monde, mais aussi système esclavagiste. Le système esclavagiste est important. Il est tellement important qu'il va durer pendant 4 siècles. Alors, ce n'est pas une histoire qui remonte elle remonte loin, elle est lointaine, puisqu'on part du 16e siècle, mais elle va durer très, très longtemps. Et c'est dans ce pays qu'on va recevoir le plus grand nombre de personnes issues de l'esclavage, beaucoup plus important qu'aux États-Unis, par exemple. On parle maintenant, les historiens brésiliens vont parler de 4,5 millions, puis des fois ça s'élève jusqu'à 5, sur 4 siècles, d'Africains qui sont venus par les bateaux négriers à travers ce qu'on appelle la traite atlantique, c'est-à-dire, dans le fond, ce commerce des personnes qui passaient par l'Europe, qui transitaient par l'Afrique et qui amenaient des personnes comme des biens meubles, qui n'avaient pas le statut comme tel de personne. C'était un propriétaire d'esclaves, avait des esclaves comme il avait des chevaux, comme il avait n'importe quel autre bien qu'il mettait au service de son entreprise. Donc, ça a fait que le Brésil aussi, pendant plusieurs siècles, a entretenu un lien particulier avec l'Afrique et avec sa composante africaine. Ça aussi, quand j'ai parlé tout à l'heure de la diversité, donc cet autre aspect de la diversité qui va servir à la composition du mythe national, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, quand on parle de la traite atlantique, on parle de l'achat, du transfert et de l'asservissement de personnes africaines qui vont arriver au Brésil. On va dire que cette traite-là a été la plus grande migration forcée de l'histoire, encore aujourd'hui. C'est un phénomène unique dans l'histoire. Je passe toutes sortes de chiffres là, que j'ai qui... Ça se passe de... Je pense que je peux laisser tomber ça. Et ce n'est qu'en 1888. Donc, on parle de quelque chose qui commence au 16e siècle, et en 1888, on abolit officiellement l'esclavage.
le Brésil va être un des derniers pays à abolir l'esclavage et pendant un certain nombre d'années, jusque dans les années 20, on continue. Le trafic, l'esclavage comme tel va continuer, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit de vendre des personnes, mais il va y avoir des personnes sur place dans le pays qui vont vivre à travers le fait d'être finalement acheté par quelqu'un, d'être asservi. Alors, le système va être très, très important dans toutes sortes pour la construction de l'économie au Brésil. Ça a voulu dire, ça, que la diversité, j'aime bien le dire, elle s'est fondée sur une blessure historique. Personne n'a envie de dire, au fond, très probablement qu'on est fier d'une histoire comme celle-là. Pas plus que nous, ici au Québec, on est fiers de l'asservissement, sous d'autres formes, des groupes autochtones. On n'aime pas ça, cette affaire-là. Alors, c'est une blessure nationale comme ça, ça fait que le mythe, il est compliqué, il est trop. On a pas facile d'avoir ceci en mémoire, et ça crée une mémoire complexe. Il faut comprendre aussi qu'au Brésil, plus que partout ailleurs en Amérique latine, cette histoire de l'esclavage va prendre une place fondamentale dans le développement de l'économie. C'était important parce que c'était une façon de développer l'économie. Là, je passe sur d'autres aspects la différence entre, par exemple, entre le Portugal et l'Espagne, deux pays qui avaient des stratégies un peu différentes sur le plan économique. Alors, l'Amérique espagnole a eu un peu d'esclavage, mais jamais à l'échelle de ce qui s'est passé au Brésil. Donc, il y a une question d'identité là-dedans, puis il y a une question de mémoire, puis il y a cette question de la blessure et du mythe dont je parlais tout à l'heure. Ça s'est fait à travers donc toutes sortes d'éléments, toutes sortes d'industries, si on peut dire, autant la canne à sucre, le café, le manioc, le blé, le mil, le riz, toutes sortes de biens qui vont être produits ou extraits de la terre brésilienne. Mais une terre qui est la propriété de grands propriétaires et qui, encore aujourd'hui, cette question de la terre n'est pas réglée. C'est important de le dire aussi parce que ça touche toute l'histoire des mouvements sociaux contemporains. Alors, c'est très, très fort. Ça va structurer aussi beaucoup le monde rural, même si on parle de mouvements sociaux, de l'importance des mouvements sociaux urbains, au Brésil, on a toute l'importance aussi des mouvements sociaux dans les milieux ruraux, où cette question de la terre est fondamentale. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'en 1888, il y a eu l'abolition officielle de l'esclavage, il y a quelque chose de très intéressant pour nous. La même année, ou l'année suivante, en fait, on commence à avoir un pays qui va se fonder sur autre chose qu'une vision coloniale. Il aura été d'ailleurs transformé pendant un certain temps en un modèle impérial. Puis là, il va se transformer, après l'abolition de l'esclavage, en une démocratie. C'est-à-dire, au fond, avec une possibilité de voter pour des gens, pour pouvoir avoir des partis politiques, etc. L'abolition de l'esclavage, 1889, l'abolition de l'esclavage correspond à l'instauration d'un modèle plus républicain. Alors ça, c'est important. Mais, qu'est-ce qui va se passer aussi pour les Noirs, c'est qu'ils vont sortir de l'esclavage, une bonne partie avait été déjà d'ailleurs séparée de ce lien-là, mais avant l'abolition comme telle, mais ceux qui travaillaient dans les grandes fermes, par exemple, ne vont pas trouver à la suite de l'abolition des conditions de travail très facilitantes. Et le pays va favoriser l'immigration européenne. Il va avoir peur, en fait, les pouvoirs en place vont avoir peur d'une multiplication
non contrôlée de la population noire. On va s'inquiéter de ça et on ne va pas nécessairement favoriser les populations noires qui vont se sentir rapidement exclues finalement du marché du travail, de ce qui va être possible pour eux. Ils vont occuper tous les petits emplois de barbiers, cordonniers, etc., de travailleurs domestiques, et ils n'auront pas droit aux nouveaux emplois qui vont se créer avec l'évolution économique, particulièrement dans l'État de São Paulo. Alors ça, c'est important de comprendre qu'après l'abolition, il y a, dans le fond, une population qui se sent, qui est en fait pas favorisée, puis on a une population d'immigrants qui arrivent d'Europe à qui on donne des terres. Alors là, il y a un petit problème historique qui, quand je parle des blessures, qui vont revenir régulièrement, mais autour de cette question de la terre. J'ajouterais à ça que ces personnes-là n'auront pas non plus accès facilement à l'éducation, à la propriété de manière plus générale et aussi à la terre, subiront beaucoup de violences sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan symbolique. Cette violence-là, c'est une violence, je dirais, instauratrice. Est-ce qu'il y a un État qui ne se fonde pas sur la violence? Probablement que non. Ce qu'il faut comprendre, c'est la particularité de la situation brésilienne, comme nous, la constitution d'un pays dit le plus beau pays du monde. On est aussi assis, je dirais, sur une violence fondatrice qui est celle d'exclure et de rendre des groupes moins légitimes que d'autres et de hiérarchiser, dans le fond, en termes de rapports sociaux, certains groupes par rapport à d'autres. Donc, au Brésil, on ne fait pas exception à ça. Je dirais aussi que compensation. Je vous ai parlé. Et par rapport à l'immigration européenne, on a cette vision, tout à l'heure je disais qu'il y avait une certaine peur de la part des élites de la multiplication de la population noire. On parle à ce moment-là d'une idéologie du blanchiment qui va rejoindre les politiques gouvernementales en termes d'immigration, en termes de gestion de la diversité. Et dans les années 30, va se constituer de façon plus claire ce qu'on appelle le mythe des trois races au Brésil et l'idéologie de la démocratie raciale. Ça, c'est très, très important parce que ça va constituer un peu tout le reste de mon histoire. C'est pour ça que je vous parle un petit peu plus d'esclavage. Et j'ai oublié de vous dire que si les Noirs sont arrivés, c'est que les Autochtones n'ont pas voulu se laisser faire. C'était pas facile à esclavagiser. Alors, ça aussi, et comme les Portugais étaient déjà en Afrique, puis que c'était déjà une pratique courante, puis il ne faut pas oublier, quand même, il ne faut pas tout envoyer sur le dos du Brésil, qu'au moment où la Révolution française se vit, la France est complètement impliquée dans le trafic et dans l'esclavage. Donc, il n'y a pas de... C'est complexe, c'est très complexe, cette grande histoire-là. Alors, donc, le mythe des trois races, l'idée, au fond, qu'il y a, que le Brésil est fait de trois races. J'utilise volontairement le mot race, donc blanche et européenne, amérindienne, donc avec tous les groupes qui étaient déjà sur le territoire au moment de la colonisation, et africaine. Donc, elle intègre ces apports, on peut dire, civilisationnels, en disant le Brésil, dans le fond, c'est tout ça mis en deux. On fusionne, puis on va vous dire, voici maintenant le sujet brésilien, la subjectivité brésilienne, elle est constituée de chacun de ces éléments-là, et la gloire, finalement, va être de dire, on a réussi l'intégration physique, somatique, culturelle, la diversité, elle est là, puis en même temps, on est un. Puis on va le faire d'une façon assez exceptionnelle aussi par rapport à d'autres endroits en Amérique latine,
puisque le portugais va être vraiment adopté comme la langue unificatrice de tout ce beau monde-là. Alors, au moment où la première dictature du Brésil se met en place, celle de quelqu'un qui est une figure très très importante dans l'histoire du Brésil, qui était le président Getúlio Vargas, et qui va mettre en place ce qui va s'appeler le Estado Novo, le nouvel État. Si je le traduis littéralement, il va être très intéressé par cette mythologie-là de la démocratie raciale, par l'histoire des trois races, parce que tout pouvoir qui est autoritaire aime bien le un, aime bien qu'il n'y ait pas trop de diversité et d'affaires qui dépassent. Là. Alors, comme les autres, Getúlio Vargas va être extrêmement important dans cette vision unificatrice et qui met l'accent sur, dans le fond, l'intégration et, d'une certaine façon, le nivellement. Cette affaire-là, Getúlio Vargas, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à un premier... Il y a deux sortes de mouvements sociaux qu'il faut peut-être se rappeler pendant cette période-là. Une sorte qui va être les mouvements ouvriers. Les mouvements ouvriers, oui. Pourquoi? On parle des années 40. On parle d'un moment où le Brésil commence son industrialisation, entre vraiment dans le concert des nations industrialisées, a fait tout pour intégrer les travailleurs immigrants européens, particulièrement dans l'État de São Paulo, dans l'industrie agricole à ce moment-là et dans les usines, ce qui favorise un mouvement ouvrier. Mais on a aussi quelque chose qui va s'être passé dans les années 30, qui est le premier mouvement social qui ressemble à quelque chose qui est en lien avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les bases du mouvement noir au Brésil commencent dans les années 30 avec l'idée qu'on a besoin d'une presse, on a besoin de se parler, on a besoin de communiquer les uns avec les autres. On crée un parti qui est lié au Parti communiste. Il y a une histoire un peu trouble autour de ce parti-là qui va s'appeler le Front Noir, à Frente Negra. Et par contre, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils essaient de s'organiser, mais dans la région de São Paulo, mais le pouvoir de Getúlio Vargas ne va pas aimer ça du tout et va interdire complètement tous ces mouvements et les criminaliser en quelque sorte. Alors que, et c'est la particularité un peu de la première dictature et une relation quand même positive qu'a eu Getúlio Vargas au Brésil, ça a été quand même de développer un certain nombre de lois plus favorables aux ouvriers, plus favorables aux travailleurs, et même si il y avait aussi une dimension autoritaire à ce pouvoir-là. Donc ça, c'est important. Il était très, très nationaliste. Getúlio Vargas, et en passant, il s'est suicidé. C'est quelque chose de particulier dans l'histoire du Brésil. Donc, je vais faire comme ça des va-et-vient entre l'histoire et le développement des mouvements pour comprendre la réalité d'aujourd'hui. Donc, j'ai rappelé tantôt qu'on a des blessures historiques et des blessures, moi je dirais, qui hantent le récit national. Puis c'est intéressant, on regarde un autre pays, puis on se dit « Ah, c'est comme ça ». Puis on peut regarder le nôtre puis se dire comment nous, on a fait pour constituer notre histoire, se raconter notre histoire et qu'est-ce qu'on a fait avec nos blessures. Alors, donc, ces blessures, pour le cas du Brésil, hantent, je le disais, le récit national. Puis on peut dire, moi je le traduis en trois phrases simples. D'abord, celle de l'arrachement de millions de personnes de leurs terres et de leurs familles et communautés. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour faire en sorte que l'esclavage soit finalement possible sur cette terre. La deuxième blessure, c'est de l'humiliation et de la sous-humanité pour avoir traité les personnes comme du bétail. Puis ensuite, la perte de culture et de spiritualité. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait christianiser tout ce monde-là. Donc, tout ça a été très important
On a forcé, dans le fond, des millions de personnes à vivre dans des conditions très dures, parfois faisant l'intolérable, incluant la violence, les sévices, puis avec des différences importantes entre les hommes et les femmes. Donc, on pourrait parler, si vous posez des questions là-dessus. Oui. Les trois grandes blessures fondatrices, pour moi, celle de la perte de la terre d'origine, avoir perdu finalement l'Afrique, pour ceux qu'on a arrachés à cette terre, celle de la perte de liberté, en étant accrochés finalement au système de l'esclavage et en devenant la propriété d'une autre personne, et celle de la perte de culture et de spiritualité, puisqu'on écrasait en quelque sorte les religions animistes, venues d'Afrique, pour imposer le christianisme. Bien entendu, on peut en parler ensuite, les néo-brésiliens, qui étaient ces esclaves-là, ont transformé les choses. Donc, je vous ai dit que 1889, on a cette première république, la proclamation, dans le fond, d'une première république, et la valorisation de la figure, ça s'incarne physiquement, de la figure du mulâtre, c'est-à-dire cette personne qui est ni noire, ni blanche, ni amérindienne, puis qui est un peu tout ça, puis qui fait aussi la beauté physique des personnes au Brésil. Mais en même temps, on va rejeter une partie de la population dans ce que je dirais à l'ombre de la cité. L'idéologie raciste va être importante. Elle va être fondée scientifiquement, comme on va le faire en France. On va s'associer à des théories racistes existantes en France. On va avoir des scientifiques brésiliens qui vont embarquer dans ce que la France a eu beaucoup d'influence sur le corpus, je dirais, scientifique brésilien, particulièrement dans la première moitié du XXe siècle. Et on va fonder tout ça par la peur du mélange, la peur de la mixité, la peur en disant c'est pas très bon ce mélange-là, puis en essayant de faire des séparations qui, dans les faits, n'existeront pas, puisque en même temps, les populations se sont énormément mélangées. Mais le blanchiment, ça a voulu dire atténuer les traits noirs, par exemple, dans l'art, dans les peintures pour figurer des personnes. Ça a voulu dire aussi, parfois, certaines personnes qui ont été à l'avant de toute l'histoire de l'abolition de l'esclavage, qui étaient elles-mêmes noires, on a atténué les traits pour les représenter de façon beaucoup plus claire. Pensez à nos manuels d'histoire, comment ils nous ont trafiqué notre propre histoire. Le Brésil a fait des choses comme ça parce que ça sert le pouvoir de faire des choses comme ça. Alors, ce mythe de la démocratie raciale, il est très important. Il s'instaure fortement dans les années 40, un moment où on en a besoin beaucoup pour fonder le pouvoir de la nation, puis l'asseoir bien comme il faut, puis en disant, non seulement on a réuni tout ce beau monde-là, mais c'est de façon non violente, de façon conviviale, tout le monde se parlait, tout le monde était content d'être ensemble. Bon, je pense que de parler de l'esclavage de cette façon-là, c'est un petit peu compliqué, puis de parler de la colonisation des Autochtones aussi. Mais si on regarde, nous, notre histoire de la fondation du Canada, c'est guère mieux. Donc, on parle d'un lieu utopique. On parle d'un lieu où est-ce que la convivence, la cordialité sont au cœur de la fondation de la nation en parlant de la démocratie raciale. Comprenez, démocratie à côté du mot race. C'est particulier. Il y a juste au Brésil où on a cette notion-là de démocratie raciale. Il y a des correspondants dans d'autres endroits, comme au Mexique par exemple, mais le Brésil va appeler ça démocratie raciale. On parle d'une absorption en douceur de tous ces apports-là. On nivelle un peu l'histoire violente. Alors, on a cet estado novo de Getúlio Vargas qui va donc incorporer l'idéologie du métissage et qui va
faire la promotion de l'unité, d'une histoire nationale éviscérée de conflits. Ça va être très important par rapport à ce qui va se passer ensuite dans les mouvements sociaux. Puis, un pouvoir qui va donc ne pas trop aimer quelques formes de contestation. Hein. Et là, il y a un lien aussi avec ce qui se passe à ce moment-là en Europe, hein, avec le pouvoir nazi. C'est à l'ombre de cette dictature que vont se loger, je dirais, les racines contestataires, les racines de viser, on voudrait faire autre chose, on voudrait avoir une autre vision. Là, les mouvements travaillistes, mieux accueillis, et le mouvement noir, pendant cette période-là, vont être au cœur de ce qui va se passer dans les années qui vont suivre pour que se développent les mouvements sociaux. On a une deuxième dictature qui commence en 1964. La première dictature, c'est 1937-1945. On va retenir trois ensembles de dates, puis après, je vous achète plus avec ça. La première, c'est Vargas. Oui, c'est ça. Donc, on a une première dictature qui est 37-45, une deuxième qui est 64-85, qui est la dictature militaire à ce moment-là. On parle donc du coup d'État au golfe de 1964. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on a 1889, Première République, et là, on a ces deux dictatures-là. Et là, voyez-vous que ça fait pas beaucoup de temps passé, soi-disant, en démocratie. C'est récent. Mais c'est pas longtemps, et c'est pas beaucoup. Alors, c'est important, par rapport à nous, il y a une histoire un peu différente et une sensibilité à la critique, au droit, à l'idée de droits humains qui va être particulière en lien avec cette question des deux dictatures. Dans les deux dictatures, donc, il y avait une hostilité aux mouvements sociaux. Mais je dirais que dans la deuxième dictature, il y a ceci de particulier qu'on parle de 1964. Hein? Alors, dans les années 60, qu'est-ce qui se passait en Europe, qu'est-ce qui se passait dans le reste du monde, et particulièrement en Amérique du Nord, donc et en Europe, c'était la levée des 68, c'était le mouvement des droits civils, c'était donc les grandes mouvances organisatrice des mouvements sociaux contemporains. Et le Brésil va être influencé par ça, entre autres aussi parce que pendant la deuxième dictature, on va envoyer beaucoup d'intellectuels ailleurs, on va les mettre dehors, mais en fait, on va les mettre dans le milieu d'un beau décor de relations et de liens avec les États-Unis et le mouvement des droits civils, et avec l'Europe et B68 et toute cette mouvance d'intellectuels. Donc, finalement, on déplace les intellectuels, mais on leur donne quasiment des beaux moyens pour qu'ils reviennent tout à fait parfaitement outillés. Alors, ça, c'est important de saisir ça, et que pendant la deuxième dictature, va naître le mouvement féministe qui va prendre une certaine place, va renaître le mouvement noir, mais là, tous ces mouvements-là, ils vont se créer à l'ombre de la dictature, dans le sens qu'ils vont être en même temps des militants par rapport aux droits humains. Ils vont être des militants pour une volonté de transformation en lien avec la démocratie. On ne va pas seulement lutter par rapport à la cause particulière d'un mouvement, mais aussi par rapport à la question des fondements même de la démocratie. Alors ça va être... dire quelle année, ça, le mouvement féministe? Non, on parle de la période 64-80, et que pendant cette période-là, ça va être favorable à l'éclosion des mouvements sociaux, incluant le mouvement féministe. On va voir il va être beaucoup plus visible dans les années 80, mais la période, elle, je dirais, d'incubation des mouvements sociaux, tous, va être vraiment pendant le moment où on va être interdit, mais on va travailler pour autre chose. Alors ça, c'est important de comprendre ça.
je dirais que aussi, pendant cette période-là, cette notion de démocratie raciale va être souvent discutée, reprise à l'intérieur des mouvements sociaux. C'est pas parce que, dans le fond, je vais dire ça autrement, on va critiquer l'idée, la représentation qu'on se fait du collectif. Hein? En critiquant le mythe de la démocratie raciale, on va dire, c'est quoi le nous? Qu'est-ce que c'est que le Brésil? Et les Brésiliens sont très attachés à l'État, très attachés à la nation. Ils aiment la nation et je trouve toujours que dans la majorité des mouvements sociaux, puis je dis qu'on a ça un petit peu à partager avec les Brésiliens, le drapeau brésilien, on ne le brûle pas. C'est quelque chose d'important. On l'arbore, il est partout. Il y a un amour de la nation et un goût de transformation par rapport à cette nation qui est très fort. Une relation positive à ceci, puis à une vision aussi de l'État qui est peut-être partagée avec le reste de l'Amérique latine. Donc, cette critique de la dictature, la critique de la démocratie raciale va être présente un peu partout, à différents moments, pendant la période de la dictature, deuxième et après, puis la critique, bien sûr, de la dictature elle-même et des fondements autoritaires de la nation. Alors, cette idée d'autoritarisme, pendant la deuxième dictature, on va dire, mais pour nous, c'est pas nouveau parce qu'on a vécu finalement toute une histoire nationale avec la colonisation, avec un pouvoir autoritaire, avec une vision finalement qui n'était pas démocratique du tout. Et puis, on n'a pas vraiment achevé notre projet démocratique. Fait qu'on va chercher à faire un peu les choses autrement. Ça va être la même chose, dans le fond, qui va intervenir pour parler, redéfinir l'idée de démocratie en se disant, est-ce que la démocratie, on doit mettre raciale à côté ou on doit travailler ça autrement? Alors, si je reviens, je refais de nouveau un autre petit morceau sur l'histoire des mouvements sociaux. C'est beau. Je dirais que après 1968 et avec, dans la période des années 70-80, on va sortir du Brésil un petit peu, puis on va se remémorer qu'il y a les régimes autoritaires en Europe de l'Est à ce moment-là, il y a les régimes autoritaires en Amérique latine, et les mouvements sociaux en Amérique latine et au Brésil vont être interpellés, dans le fond, par l'idée de droit de l'homme, l'idée des droits humains. Alors, cette défense, au cœur de ce qui se passait par rapport à la dictature au Brésil, il y a une connaissance quand même de ce qui se passe ailleurs, puis une sensibilité qui va se développer à la question des droits et des droits de l'homme. Au cœur de ça vont naître des mouvements pacifistes, des mouvements de droit, les mouvements des femmes, le mouvement gay, les mouvements noirs, les mouvements écologistes, un peu partout en Amérique latine et aussi au Brésil. On a aussi la connexion avec le mouvement des droits civils américains, comme je le disais tout à l'heure, et tout ce qui va se passer par rapport à ce qu'on peut appeler les mouvements identitaires, qui vont mettre la fierté et la dignité comme valeur très, très forte de ces mouvements. Et c'est toujours là. C'est assez intéressant de voir que presque 50 ans plus tard, on est encore quand même dans cette idée de l'importance accordée à la dignité de la personne et à la fierté. Donc, on a cette structuration qui va se faire en termes d'opposition à un régime militaire et d'aspiration commune à un monde fondamentalement et véritablement démocratique. Tout ça sur fond de lutte sociale par rapport aux droits dits de l'homme. Je préfère toujours dire droits humains, même s'il paraît qu'en français, il ne faut pas dire ça. Ça me dérange pas. C'est ça. Discussion, elle peut finir avec les traducteurs, avec les histoires. Alors, 1970-1990, on a aussi, en Amérique latine, puis ça va se passer aussi au Brésil, les mouvements dits populaires. Alors, ces mouvements
qui vont être en connexion à ce qu'on va appeler, nous, les nouveaux mouvements sociaux. Hein? C'est un peu dans une mouvance comparable. Ces mouvements populaires qui vont être, d'une part, fondés sur une classe moyenne pas trop riche, des ouvriers, des paysans, des milieux défavorisés, tout ce monde-là qui vont se reconnaître dans une vision voulue transformatrice de l'organisation sociale. L'idée ici, c'est que pauvre veut dire bas dans la hiérarchie sociale et le mot populaire va être utilisé aussi dans ces termes-là, contrairement à élite, dans le fond, cette notion-là. Movementus popularis, hein, ça va être la notion qui va être utilisée, qui va être l'équivalent de ça, ça va être en anglais grassroots movements, c'est la même chose. Puis au Québec, on pourrait dire, c'est nos mouvements sociaux et le mouvement communautaire comme tel, même si il y a des gens qui diraient le mouvement communautaire, ce n'est pas un mouvement social, mais en tout cas, c'est une grande organisation très, très lézardée qui est articulée aux mouvements sociaux. Moi, je n'ai pas trop de gêne de faire des passages très, disons, souples entre les deux notions. Qu'est-ce qui va être commun à tout ça? C'est des mobilisations organisées autour des conditions de vie, qui vont être la pauvreté, le logement et les services publics. L'idée de service public au Brésil, j'ai l'impression que ça fait pas mal longtemps qu'on en parle, que c'est très au cœur. Tu sais, nous, on parle des services publics, je dirais peut-être de façon plus forte depuis une vingtaine d'années. Mais au Brésil, ça fait longtemps, sans doute aussi parce que l'organisation de l'État, le moment de ce qui a été les 30 glorieuses pour nous, ça n'a pas été, ça a été un peu moins glorieux pour le cas brésilien, parce que l'État était plus pauvre aussi que le nôtre. Après 1970, on a donc le début d'une sorte de libéralisation des régimes en Amérique latine, mais pas partout, puis il y a des dictatures qui existent encore, mais il y a des espaces pour des demandes plus fortes auprès de l'État en termes de démocratisation. Il y a de l'espace plus fort aussi pour la création d'expériences démocratiques. On va réinterpréter dans tous ces mouvements qu'est-ce que c'est que la justice et l'injustice. On va tenter de politiser le concret, politiser les différents aspects de la vie quotidienne. Par exemple, vouloir des crèches, vouloir des garderies, vouloir des coopératives, ça nous dit des choses, nous aussi on a fait ça. Lutter contre la vie chère, contre la question du coût de la vie, à vouloir des soins médicaux, critiquer toute la question des bidonvilles, donc toute la problématique du logement, de l'habitat. Mais on va avoir, par exemple, en 1981, l'arrivée du mouvement des Sans-Terre, le grand mouvement connu internationalement du Brésil, qui va lutter pour l'accessibilité à la terre et la transformation de la fameuse réforme agraire, qui n'est pas résolue. Même avec l'arrivée au pouvoir du Parti des travailleurs, du PT, de Ignacio Lula, c'est tellement complexe parce que les grands propriétaires terriens sont aussi des gens qui occupent des postes au sein de l'État en termes de députation, et ils sont des personnes avec qui on compose. Ce qu'a fait Ignacio Lula, il a fait des accords, si on peut dire, en arrière, des arrangements pour pouvoir avoir le pouvoir d'exercer avec ce qu'on appelle a bancada ruralista, c'est-à-dire le groupe de la députation brésilienne qui est composé de ces propriétaires terriens qui, en plus, souvent, sont devenus pentecôtistes. C'est pas toujours facile, ça. Oui, c'est-à-dire des personnes qui vont être aussi liées à une autre religion que la religion catholique, qui sont des chrétiens radicaux. On va dire ça comme ça. Je ne vais pas entrer là-dedans trop longtemps, mais c'est vraiment très, très important. C'est tout une soupe.
C'est toute une soupe. Et les droits. La question des droits, la question des droits humains va être aussi très importante. Parce que c'est pas parce que la dictature se termine officiellement que le régime policier, le régime autoritaire va être complètement effacé du décor. Certains mouvements aujourd'hui critiquent dans des contextes par exemple, dans toutes les études qui se font en ce qu'on appelle la criminologie critique, sont très, très intéressés de faire le pont entre le régime, ça va paraître exagéré ce que je vais dire parce que je fais des gros raccourcis, je fais un résumé. Le régime esclavagiste et la construction autoritaire, finalement, des rapports sociaux, les régimes dictatoriaux, et de nouveau la construction autoritaire des rapports sociaux, et la construction actuelle néolibérale dans laquelle se trouve aussi l'État brésilien, comme le nôtre, et qui a à composer avec la répression de certains mouvements sociaux et avec la répression aussi des milieux pauvres, comme les favelas et les périphéries, conçus comme une gang de monde qui perturbe parce qu'ils sont tous pauvres, puis ils sont beaucoup de monde, et puis ils sont dangereux, on les voit comme dangereux. Donc, c'est compliqué. Alors, pour certains, on ne peut pas détacher ces moments-là de l'histoire, faire comme si c'était toutes des affaires pas pareilles. Non, on les conçoit comme liés les uns aux autres en se disant, mais finalement, au Brésil, est-ce qu'on a une vraie démocratie? Est-ce qu'on en a eu vraiment déjà? Puis est-ce que toute l'arrivée successive de ces formes-là de pouvoir et d'exercice du pouvoir ne devrait pas nous questionner? Alors, et pour d'autres qui vont dans d'autres lignes d'interprétation, mais dans la même mouvance, bon, on va se dire, finalement, ce pouvoir est coercitif, violent, patriarcal. Alors, tout ça va être revu beaucoup dans les mouvements sociaux. Une affaire qui est particulière aussi, puis que je trouve toujours extrêmement intéressante et fascinante, c'est l'importance de l'Église, et de l'Église catholique, mais aussi de certaines églises protestantes, pas les églises fondamentalistes, mais les églises protestantes plus classiques, comme l'Église baptiste, par exemple, et l'Église catholique, qui vont être très supportantes par rapport aux mouvements sociaux. Dans les milieux catholiques, on va avoir tout le développement, dans les années 80, des fameuses pastorales. Pastorale de la terre, pastorale de l'enfant, pastorale de la femme, pastorale do índio, pastorale do negro. Alors, ces pastorales-là sont liées à tout le mouvement de la théologie de la libération. Au moment de la deuxième dictature, maintenant on est familier avec l'histoire de la deuxième, la première. Alors, au moment de la deuxième dictature, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une façon finalement de favoriser une certaine gauche marxiste, ça va être que l'Église adopte un point de vue marxiste, avec une vision quand même encore évangélique, mais elle va adopter ce point de vue-là, elle va développer toute une vision marxiste de la théologie, qui va s'inscrire dans la théologie de la libération, et dans cette théologie de la libération vont se créer les différentes pastorales qui vont favoriser des mouvements sociaux liés à la question du noir, liés à la question des femmes, on l'a entendu, liés à la question des droits. Donc ça va être très important. Ça va être aussi lié à la montée des communautés ecclésiales de base, où les valeurs de participation, les valeurs d'égalité, les valeurs de justice sont là. Ce qui veut dire que quand vous êtes sur le terrain et que vous voyez apparaître, j'ai donné l'exemple des pastorales qui sont vraiment un peu partout dans le pays, qui sont très importantes, vous voyez apparaître ça, c'est tout à fait normal. Je dirais qu'elles font partie du paysage, il ne faut pas s'en méfier, c'est au contraire des mouvements extrêmement importants, extrêmement supportants, très, très, très implantés depuis longtemps dans la pratique de l'organisation sociale démocratique, transformatrice du pays. Donc, c'est quelque chose qui est particulier, qui nous a de façon intéressante influencé ici au Québec dans le mouvement communautaire, toi aussi bien que moi. Donc, tout le lien entre l'Église catholique de gauche,
transformatrice qui écoutait les mouvements sociaux et on a une petite histoire, disons, qui n'est pas sans lien avec celle du Brésil. On a donc, au fur et à mesure que se constitue cet espace démocratique à côté, en dehors, parce qu'on avait quand même cette dictature jusqu'en 82, mais on a tout ce qu'il faut pour créer les mouvements sociaux contemporains. Donc, les mouvements sociaux contemporains, je les situe vraiment très exactement dans la foulée de la construction de ce qu'on va appeler la nouvelle constitution brésilienne. En 1988, donc la deuxième dictature a fini en 82. Puis entre 82 et 88, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on ne passe pas comme ça de la fin d'une dictature, puis tout d'un coup, on est en démocratie. C'est plus compliqué que ça. Il y a un État, c'est un grand pays. Hein. On parle aujourd'hui de 200 millions de personnes. Là. Fait que, un pays qui est aussi peuplé et compliqué que les États-Unis. Hein, par rapport à un pays comme le Canada. Alors, il faut penser les choses à des échelles qui ne sont pas les mêmes. Ça, c'est très, très important. Et donc, entre 82 et 88, on a l'espace pour créer ce qui va s'appeler la nouvelle Constitution de 1988. Et ça va être, comme on dit souvent des militants, ça va être notre fête. Parce que c'est le moment aussi où les mouvements sociaux deviennent légitimes, ont le droit d'être là, ne sont pas réprimés, où on veut penser en termes de diversité, en termes de renouvellement, on refonde la Constitution, ça veut dire qu'on dit, oui, on est une république, mais une république moderne, une république contemporaine. Et si on lit, si on va voir les textes de la nouvelle Constitution, on pourrait se penser au Canada. Si on pourrait se penser en France, on pourrait se penser c'est parce que c'est fondé sur une volonté de reconnaître la diversité, de reconnaître les droits de tous, etc. Donc, c'est complètement contemporain, même si la vie ordinaire du Brésil, c'est un petit peu plus compliqué que ce qui est sur les papiers de la nouvelle Constitution. Et ça va être important. Et on va donc fonder un État de droit. Un État de droit. Et le discours des grands mouvements sociaux, des organisations de base, va mettre les droits et la citoyenneté au cœur de toute son action. On parle donc de 1988 et de tout ce qui va suivre ensuite en termes de mouvements sociaux. Je dirais que sur vos terrains, vous êtes en plein là-dedans, dans l'héritage de la nouvelle Constitution de 1988, du fondement vraiment moderne, contemporain de l'État brésilien. On va continuer au sein des mouvements sociaux et de ce qui va être aussi une nouvelle gauche, à politiser la vie quotidienne, mais on va introduire toute la question des identités. Ça va être en correspondance avec les mouvements sociaux identitaires qu'on va retrouver ailleurs dans le monde. Et là, vont apparaître effectivement de façon beaucoup plus explicite le mouvement des femmes, de façon forte, le mouvement noir qui va se reconstituer à travers cette mouvance-là, le mouvement gay, le mouvement des personnes handicapées. Et là, toute la question finalement des différences, qui est très importante dans le domaine de la santé mentale, va trouver une légitimité. Être soi et différent, être une collectivité aussi de personnes différentes. Là, je ne rentre pas dans toute la question institutionnelle, je pourrais le faire en faisant un parallèle avec le handicap, mais je trouve que c'est mieux qu'on revienne avec des questions et qu'on partage, puisque je n'ai pas l'expertise que vous avez sur le terrain très spécifique de la santé mentale. Je ne veux pas dire n'importe quoi. L'environnement, la sexualité, le genre, la moralité, les droits sociaux, la discrimination, ça va être toutes des choses qui vont être très, très importantes au sein de ces mouvements-là. L'idée de rejeter aussi, et tous les mouvements ouvriers, un peu comme ça s'est passé ici au Québec, vont devenir moins importants, en faveur des mouvements plus identitaires. Mais en même temps, on va avoir quelque chose de très fort au Brésil, et moi, je trouve toujours ça très intéressant. Par rapport à un mouvement comme le mouvement noir, que je connais mieux plus récemment, on va avoir ce qu'on appelle os movimentos sociais, un peu l'équivalent
movimentos populares. Qu'est-ce que c'est? Quand on dit les mouvements sociaux au Brésil, c'est pas tous les mouvements sociaux. C'est les mouvements incarnés par des personnes qui sont le plus souvent qui travaillent dans les périphéries, qui travaillent dans les favelas, qui travaillent très profondément avec les problématiques de pauvreté, avec les problématiques d'inégalité sociale à large, auxquelles vont se relier les mouvements identitaires de façon ponctuelle. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Si je parle du mouvement noir, je ne circule pas dans les mêmes lieux, dans les mêmes organisations que si je vais dans os movimentos sociais, qui vont intégrer plus la grande lutte transversale à la pauvreté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais est-ce que ça inclut, selon vous, le mouvement populaire? Oui, en fait, c'est la nouvelle dénomination. Okay. Les deux vont être... Excuse-moi, je n'ai pas bien compris. On dit que les mouvements sociaux, c'est plus... L'appellation mouvements sociaux. Plus pour les groupes en pauvreté. Sur le terrain. Je ne parle pas là, des gens qui font des grands textes. Là. Sur le terrain, aux mouvements sociaux, c'est toute la mouvance de toutes les petites organisations qu'on va trouver dans les périphéries, dans les favelas. Les gens, je dirais, si je faisais une traduction, les gens du communautaire qui seraient implantés dans les milieux les plus pauvres des grandes villes, ce sont ceux-là que moi j'appelle vraiment donc c'est vraiment les mouvements de base qui vont travailler avec la question des femmes, vont travailler avec la question noire, je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, mais les organisations qui vont porter de façon forte la question des femmes, ce n'est pas tout à fait les mêmes que celles qu'on va appeler aux mouvements sociaux transversaux dans les périphéries, dans les favelas. Alors, j'aurais l'impression que, par exemple, dans tout ce qui se passe autour de la santé mentale, ça doit être quelque chose au Brésil de très mixte, qui vient rejoindre beaucoup de problématiques et qui est peut-être assez proche des mouvements dits sociaux. Donc, c'est un peu compliqué, là, parce qu'on me demande de faire une présentation sur les mouvements sociaux. Je le fais, mais je vous dis, quand on dit au Brésil, sur le terrain, aux mouvements sociaux, les mouvements sociaux, on parle de mouvements dans la périphérie et dans les milieux pauvres et dans les favelas et qui vont travailler pour ces questions-là. Donc, c'est une question de vocabulaire, là, c'est pour comprendre un peu comment ça se structure. C'est important, on va avoir, donc, là, je reviens plus généralement sur la thématique des mouvements sociaux en général. Donc, on va avoir beaucoup d'ouverture après la nouvelle constitution sur les questions d'identité, sur les questions, on va créer des espaces de transversalité en termes de pratique, beaucoup moins d'homogénéité, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de micro-organisation. Dans les années 80-90, il y en a qui ne seront pas contents parce qu'ils vont dire on est vraiment en train de créer une société d'ONG. L'équivalent, ce serait de dire au Québec, c'est tous les groupes communautaires occupent l'espace de la société civile. On pourrait imaginer un truc comme ça. Alors, pour certains, dans le fond, c'est un peu comme si le politique, dans les grassroots movements, aurait été capté par les ONG. Donc, on organise, la société civile s'organise et se structure en ONG. Ça aussi, c'est très, très important. Donc, vous, quand vous êtes sur le terrain, ce que vous rencontrez, mais très, très souvent, ce sont toutes sortes de petites ONG qui travaillent à faire du soutien aux personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Est-ce que, je pense qu'en santé mentale, dans la santé, ça change un peu. Je dis que c'est vous êtes d'accord. Parce qu'en fait, c'est comme tu disais là au début, les mouvements en santé mentale étaient vraiment, ciblaient vraiment les changements de l'État. Oui. Donc c'était un mouvement des services. Oui. Donc à la fin, on a essayé vraiment de changer l'État et on a mis tous nos efforts dans les services publics. Donc c'est-à-dire que là, on n'a pas beaucoup d'ONG qui travaillent avec la santé comme ça,
parce qu'on essaye de mettre tout ça dans le service public. Ok. Donc on voit toutes ces changements. C'est la particularité Oui, de la des santé, santé, oui, par rapport à... qu'on va y revenir, parce Mais que ça c'est change, hein, Oui. aussi. Oui. Ça change aussi. Voilà. Ben, justement, pour dire c'est ça, qu'il n'y c'est a la pas partie- beaucoup, oui, il n'y a pas beaucoup de ONG qui travaillent avec la santé ou la santé mentale comme on a avec le mouvement noir ou les mouvements. C'est vraiment les Mais il y en services a. publics. Avec les vagues de privatisation actuelles, c'est fort, fort. Non, non, non. Surtout à Rio, où vous allez Oui, aller. oui, mais je c'est peux pas- me permettre à la place de commencer la discussion. Ah, ok. Je pense que Oui, parce que ce qu'on j'ai peut presque faire terminé. plus, c'est ça, Ok, c'est plus C'est bon. peut-être lancer des questions pour y revenir après. Mais lancer des questions si vous voulez. Mais on commence par le débat tout de suite. Parce que J'aimerais juste ça parce que je suis consciente de ne pas couvrir très bien santé mentale. J'essaie de faire des ponts Ah, mais pour c'est vous génial, ça. interpeller. Mais non, Mais je pense que ça va être on le va cœur le de faire. la discussion Oui. parce que ça fait partie de notre travail. Tu mets la table. Ok, c'est bon. génial. C'est beau, c'est Ok. beau, c'est beau. Ça marche, ok. Alors, je vais essayer de converger vers la fin. Donc, je vous ai parlé de la multiplication des organisations en termes d'ONG, d'associations de proximité, la critique des outils traditionnels tels que les syndicats et les partis politiques. On va investir beaucoup plus de ce côté-là que, oui, J'avais une petite précision. oui, C'est quand tu dis que la Excuse-moi. société c'est structuré en ONG, c'est mais ce que je veux dire, c'est que ici, bon, certains observateurs qui regardent ça à une échelle large vont dire, parce que c'est à partir des années 80, de façon intéressante, avec le moment de la nouvelle constitution, mais aussi, il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais à ce moment-là, on va voir apparaître les ONG au Brésil et de façon très importante, comme faisant partie du paysage de la société civile. On a la constitution d'une société civile au sens plein de la chose, et là, aujourd'hui, on est toujours dans cet héritage-là, puisque ça a continué, ça s'est renforcé, il y a des grandes ONG nationales au Brésil. Tu sais, vous savez, c'est un milieu où est-ce que les ONG internationales ont de la misère à s'implanter parce que c'est tellement fort le mouvement local, ils n'ont pas besoin des grandes organisations internationales pour se faire dire quoi faire. Alors, peut-être important de dire que pendant cette période-là, on a toujours une lutte qui va continuer par rapport à la question de la dictature. J'ai été très intéressée par l'existence d'une organisation qui s'appelle Tortura Nunca Mais, donc plus jamais de la torture, qui lutte pour la reconnaissance de ce qui s'est passé pendant la dictature, un peu comme on trouve ailleurs en Amérique latine, pour la mémoire de ça, et en même temps qui a transformé complètement ses visions, et ça touche la question de la santé mentale, puisque ce mouvement-là va avoir des ponts avec toute la question de la désinstitutionnalisation. La question, dans le fond, des institutions totalitaires. Ça va être très fort. Et aujourd'hui, ce mouvement, Tortura Nunca Mais, continue de travailler avec l'idée de mémoire et vérité. Il y a une commission là, qui a mis en place le gouvernement pour faire ce travail-là. Mais il y a toute une réflexion qui se fait sur les formes contemporaines de violence structurelle de l'État et par rapport au néolibéralisme. Donc, on peut dire que des acteurs qui ont réfléchi dans une ONG et un mouvement d'ONG qui s'appelle Tortura Nunca Mais sont passés de la critique de la dictature à la critique du néolibéralisme avec tout un travail qui se poursuit sur la mémoire et comprendre le lien entre la mémoire et la structure de la société en lien avec son héritage à la fois esclavagiste, à la fois dictatorial et ce qui se passe maintenant en termes de violence néolibérale. Je veux juste vous dire que je les trouve très, très intéressants et intéressants par rapport aux questions de santé mentale. Ils sont à Rio. Ils sont à Rio. Oui. Puis Eduardo, je pense Oui, que qui est dans oui, la il est direct, direct- une des membres de la RUC travaille en lien avec Oui. contractuel. Alors, il y a le développement au sein de toute cette mouvance-là de l'idée d'une dignité émancipatrice. Et la capacité de toute cette mouvance à développer une nouvelle subjectivité sociale, de nouvelles formes de citoyenneté, l'idée du droit d'avoir les droits
on est en plein dans cet espace constitutif, démocratique. L'idée de lutte pour la reconnaissance, l'idée de démocratisation, tout ça, à partir de 1988 et dans la mouvance des années 90-2000, on est arrivé dans cet espace des mouvements sociaux. Donc, l'idée de créer aussi une démocratie ailleurs que dans le fondement marxiste, qui était celui qu'on avait dans pendant la dictature, où est-ce que c'était le mouvement marxiste qui était plus important, avec, je vous en ai dit quelques mots, avec le moment de la théologie de la libération. Aujourd'hui, ce marxisme-là, il est interprété autrement, comme ailleurs dans le monde. Donc, je dirais, je vous en ai dit, voilà, j'ai presque terminé. Par contre, on a une fragmentation thématique de l'action collective. Et là, ça ressemble à ce qu'on vit aussi au Québec, avec nos grands secteurs de l'action sociale. Ça, c'est une critique qu'on peut faire, qui est beaucoup en lien avec la ONGification de la société. Il y a une distinction aussi qu'il faut faire entre les mouvements sociaux et les ONG. C'est pas pareil, mais c'est relié, comme ici au Québec, le mouvement communautaire et les mouvements sociaux. Bon. Et on a eu pendant cette période-là aussi la multiplication des espaces participatifs, délibération, des secrétariats. Et j'aurais envie de dire, ça ressemble un peu à notre structuration avec nos tables de concertation. Puis, ça fait du monde fatigué de participer aussi. Et qui ont, particulièrement avec Lula, qui a mis beaucoup l'accent là-dessus, le lien entre l'État, la société civile, la question de la participation, mais en même temps, tout le problème de la captation du pouvoir de l'État, la captation de la société civile et de sa capacité transformatrice. Alors là, ici, on a une critique qui va émerger par rapport à ce qui se passe à partir des années 2000, l'arrivée de la gauche au pouvoir et peut-être une certaine... les mouvements ont été beaucoup occupés à répondre à cette gauche au pouvoir et à être en articulation, parfois avec fierté, parfois avec moins de succès, avec l'État brésilien. Et ça s'est passé aussi ailleurs en Amérique latine. Alors, j'aurais envie ici de tout simplement rappeler qu'avec la nouvelle Constitution, s'est créé quelque chose de différent. J'ai beaucoup mis l'accent sur le mythe de la démocratie raciale au début, puis je ne suis pas revenue. Je vais y revenir quelques secondes. Dire, oui, il y a eu le mythe de la démocratie raciale, puis aujourd'hui, avec 1988 et la nouvelle Constitution, on a cette idée de créer un État de droit. On a en 1996 une politique des droits humains qui va être très importante. Et on a la reconnaissance de la diversité qui va reprendre beaucoup la version multiculturaliste canadienne. Vous savez que le Brésil et le Canada aiment beaucoup se parler sur la question multiculturelle, qui va être une autre manière de traduire le mythe de la démocratie raciale à notre sorte. On va comme multiculturaliser, guérir la démocratie raciale, ajouter de la sauce multiculturelle. Bon, quand on va avoir l'occasion d'en parler un jour avec les Brésiliens de cette affaire-là, on va pouvoir partager ensemble nos frustrations. Mais ça va être une façon d'introduire d'autres choses que des Noirs et des Indiens dans le décor, puis des héritiers du Portugal, puis de mettre ensemble les gays, de mettre ensemble les femmes, de mettre ensemble toutes les autres problématiques, puis la santé mentale va être là-dedans. Et c'est intéressant parce que la politique culturelle du gouvernement brésilien récent, des dernières années, parle de diversité culturelle, de droits humains. Et puis là-dedans, vous avez la question du handicap et la question de la santé mentale. Donc, le droit à la différence dans un monde multiculturalisé,
un État qui va reconnaître ces différences et qui va le faire à la sauce multiculturelle avec tout ce que ça veut dire. Mais ce sont aussi des opportunités et ce sont aussi des espaces qui vont se créer par ces politiques de la diversité, toujours associées aux droits et aux droits humains. Ça, c'est intéressant et ça peut nous donner quelque chose. Un mot, et je termine là-dessus, vraiment un mot, sur ce qui s'est passé en 2013. Oui. Donc, la grande éruption dans la rue, tout ça à cause de coûts prohibitifs d'autobus. Alors, on a appelé le mouvement des 20 centimes. Hein, on augmente un petit peu l'autobus, les prix du transport public, et vous avez un mouvement social qui se développe à l'échelle de tout le pays, une chose qui s'était jamais vue dans l'histoire du Brésil. Une crise généralisée qui va durer des semaines dans tous les États et des jeunes, des classes moyennes, le plus souvent point de départ assez scolarisés, des gens des universités qui vont se choquer, notamment par rapport aux argents mis dans la Coupe du Monde, dans les Jeux olympiques, par rapport aux services publics. Donc, une demande de services publics, mais en même temps, un ras-le-bol par rapport à la corruption, incluant la corruption du pouvoir en place. Pas de parti politique associé à ça. Donc, quelque chose qui va être beaucoup dans la mouvance du printemps érable, de ce qu'on a vu autour des mouvements par rapport à la dignité, par rapport à ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, une mouvance sans parti, avec une demande floue, mais quand même une critique de l'État, une critique des problèmes liés aux services publics, une critique qui va être qui va s'aider, je dirais, par toutes les nouvelles technologies de communication, le monde digital, avec un imaginaire aussi des mouvements sociaux qui va chercher dans les grands mouvements qui passent aussi par l'Internet et qui se réfléchissent par rapport à l'Internet, un mouvement jeune et un mouvement globalement quand même pacifique. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, j'ai suivi ça dans le détail, en allant voir dans les réseaux exactement comment ça avait l'air. Mais j'ai été frappée par le caractère très, très pluriel du mouvement, difficile à saisir, un peu comme ce qu'on a vu dans le printemps érable, quelque chose qui n'est pas évident. Puis j'ai vu aussi des gens, des mouvements sociaux traditionnels choqués, parce que là, qu'est-ce que c'est qu'ils veulent, puis ils vont, c'est pas ça la démocratie, puis donc ils cherchaient plus de la délibération que ce genre de d'éruption dans plein milieu de l'espace public. Alors on verra ce que ça donnera, et probablement que ça va avoir des suites avec le moment des Jeux et le moment de la Coupe à suivre. Alors, je n'en dis pas plus, j'espère avoir éclairé tout le monde. J'espère pas avoir été trop long. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris finalement. Bonheur. La table est mise. Super bon. Un peu plus Super bon. Alors, ça va une heure et demie, mais ça met vraiment la table sur les questions essentielles, c'est-à-dire pour permettre les autres présentations ici, c'est-à-dire, je cadre juste un petit moment. C'est sûr qu'on aurait envie de commencer une grosse discussion peut-être maintenant et faire beaucoup de débats, mais on a la chance d'avoir d'autres personnes aussi qui vont pouvoir s'exprimer. Donc je dirais l'objectif maintenant c'est plus de se nourrir que de faire les débats en profondeur. Quand même, on peut prendre peut-être quelques minutes juste pour lancer vos impressions, vos questions. S'il y a des questions précises, Francine pourrait répondre. Et sinon, on choisira de les laisser pour après, pour pouvoir en discuter. Il faut noter tout ça parce que ça va faire partie de notre travail plus longtemps. Merci vraiment. Donc, je prends quelques bébés pour main, puis on va en prendre quelques. Moi aussi, je vais prendre main. C'est juste un commentaire impressionniste. Hier, j'ai voulu être un bon séminariste, donc je me suis tapé le texte. Et celui d'Aligno et Tatajiva m'a beaucoup parlé parce que c'était vraiment en lien de participation citoyenne. À quel moment on travaille là-dedans, comment on se fait avoir, la captation par le pouvoir. On est tous autour de la table, mais on s'agit de upgrader le vocabulaire et tout le monde est disqualifié, mais vous étiez là, pauvre de petits bouts et tout ça. Et celui-là, je l'avais trouvé, l'autre, que vous me recommandez fortement. Oh mon Dieu, qui m'a donné de la misère.
Et vous m'avez réconcilié avec lui. OK, donc, parce que moi, rendu au paragraphe 13, où on nous disait que, tu sais, bon, les 14 et tout ça, là, bon, les contours vont être précis, c'est multiple, c'est pluriel. J'ai dit, mais à un moment donné, vas-tu nous dire de quoi qu'on parle, puis la critique, etc. Et là, vous m'avez aidé à rentrer dedans, là, à comprendre. Donc, mes deux hémisphères du cerveau sont toute ma gratitude. Par contre, je le trouvais pas imbuvable, mais difficile parce que de me dire qu'il y a quelque chose qui est tellement mouvant, les contours sont difficiles à comprendre, il y a beaucoup de choses. Puis on changeait tout le temps de pays. Là, vous m'avez ramené au Brésil. Là, Oui, j'ai senti. j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et bon, là, j'ai compris à quoi j'ai passé ma soirée. Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir. C'est ça que je voulais dire. En fait, il n'y a pas beaucoup de. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de textes. J'ai réalisé ça parce que moi, j'ai toujours travaillé sur des mouvements spécifiques. Donc, si on va dans ma bibliothèque, ben, j'ai plein de choses sur le mouvement mort, mais de façon comme plus générale, un peu moins que j'ai réalisé en cherchant des ressources pour le séminaire en particulier, et en ne voulant pas m'auto-citer, que des textes plus généraux, il n'y en a pas tant que ça en français. Vraiment, j'ai été surprise là, de voir ces lacunes. Là, oui, c'est ça, il faudrait faire ça. Et donc, c'est de là la difficulté. Puis bon, en les lisant pour la préparation du séminaire, j'ai réalisé que, bon, moi je trouvais que celui que j'avais trouvé difficile était plus concret. Ben là, je vais être capable de le relire. Voilà. Là, je vais être capable de le relire, puis de savoir où ce qu'on va avec ça. Je vais donner la parole en premier à Solange, si tu veux réagir. Après, il y a Thaïs, Emmanuel, Michel, Christine et moi-même qui va. C'est comme je dis, Francis. J'ai beaucoup de congratulations parce que vous avez fait un très bon résumé de l'histoire du Brésil. 5 siècles, pratiquement une ère, c'est super. Mais j'ai seulement une chose que je dois parler, c'est 31 mars de cette année, après 50 ans, du début de la dictature. Il y avait beaucoup de manifestations dans l'université. Et je pense que c'est bien le travail de la commission de vérité, à niveau fédéral, à niveau estatal, et il y a dans les universités aussi, parce qu'il y a des professeurs qui sont exilés ou qui sont en prison en 64, 68, et il y a des universités qui ont fait sa propre comité de la vérité. Je pense que c'est bien. Et une autre chose, il y a aussi une réaction contre l'action violente de la police. Oui. Et j'ai écouté un élève parler dans l'événement de cette commémoration, je ne sais pas par les commémorations, enfin, de ces événements pour la recordation de la dictature. Il a dit que l'action de la police sont 3 lettres P. C'est périphérie, la pauvreté et preto, parce que preto c'est negro. Il a péjoratif, mais ces étudiants-là ont parlé de cette action très violente de la police dans cette manif depuis avril de 2013. Et je vais retourner au Brésil maintenant. Et je suis très inquiète à faire les choses de la COP du monde, parce que je pense que c'est pas ce qui va se passer. Mais c'est intéressant parce que le Brésil, tout le temps, il est connu comme un peuple passionné pour le football. Maintenant, une grande contraction. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'habite à São Paulo et toujours j'habite tout près de l'avenue Paulista. C'est là qu'il est le cœur de la ville. Mais bon, j'aimais beaucoup tout les résumés, un résumé difficile à faire, qui vous a fait. Je remercie beaucoup. Merci. Et j'espère avoir, quand je parle des blessures de l'histoire, je préfère parler dans ces termes-là que dans une vision accusatrice de la mémoire, parce que je crois que tous, en utilisant ce vocabulaire-là, nous sommes tous concernés par nos histoires nationales qui sont toujours présentées comme glorieuses, mais ne le sont pas dans la vérité.
et que l'idée de former une nation, une grande communauté nationale, c'est toujours une utopie, c'est toujours quelque chose de très complexe, avec une violence fondatrice pour tout le monde. Donc je préfère parler des blessures de l'histoire et de comment finalement ces questions de mémoire, je trouve très, comme vous, extrêmement intéressant ce qui se passe maintenant autour de la commission vérité, la commission Verdad, parce que c'est la réouverture toujours de récit qui se fait, où des mouvements, des personnes qui représentent des organisations vont venir parler. Et j'ai trouvé récemment intéressant de voir que le mouvement noir essayait, c'est un peu comme si l'histoire de la dictature était un peu, c'est pas juste un prétexte, mais d'autres veulent entrer dans cette histoire et dire, mais la violence, elle s'est passée aussi de cette manière et de cette autre, et on veut pouvoir en parler. Alors c'est intéressant que ça se passe. Mais comme vous aussi, je suis inquiète de ce qui va se passer avec la Coupe, parce que la récupération de toute violence contre le football et cette icône nationale peut être très, très répressive, ça peut être très, très négatif pour les mouvements sociaux. Cette contestation-là, je ne sais pas comment ça se Et un passe. dernier mot, cette année, c'est l'année des élections, Ouais. des gouvernements fédéraux, des gouvernements ministériels, c'est-à-dire total de les provinces, non? Je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, mon Dieu. C'est un an typique au Brésil. C'est en octobre, là. Hein? Automne. Toute une année. Thaïs, Mais toute l'année, ça va bouger. Francine, je capote chaque fois que je te vois parler de Brésil, vraiment. C'est québécois. Ah, c'est quelque chose. Non, c'est super, super. Ça te rappelle-tu une place où tu as déjà été? Oui, mais d'une façon aussi clairée que moi, vraiment, non, vraiment, c'est vraiment, à chaque fois. C'est vraiment, c'était super. Et je pense qu'il faut retenir des choses parce qu'à la fin, on va voir dans les terrains, dans nos visites, un peu de tout ce que tu as parlé sur la démocratisation raciale, qui est la chose avec l'Église, notamment chrétienne. Et notamment parce que nous, on sera dans une partie du terrain qui sera comme le système public et même les mouvements sentimentaux qui a commencé avec les mouvements qui tu as nommés là. Tortura nunca mais. Oui, mais quand même avant qu'on en dit dans l'époque de la dictature. Oui. La deuxième, n'est-ce pas, c'est qu'on a commencé les mouvements qui a fondé les systèmes publics en santé aujourd'hui au Brésil. Donc, ils étaient vraiment à côté des mouvements qui t'ont nommé là. Donc, c'est vraiment la même histoire un peu. Donc, ça va nous aider à comprendre ce qu'on va voir là-bas. La chose avec, je pense, la religion, ça explique un peu aussi de la spiritualité qu'on va voir dans la santé mentale. C'est très très forte, et pas seulement lié avec l'Église catholique, mais aussi avec le Banda, le Candomblé, donc des religions. Ça, j'ai pas parlé de. Oui, mais c'est pour dire qu'au Brésil, vous allez voir que la spiritualité est très présente, très présente, partout un peu. Et peut-être aussi un peu, je pense, je ne sais pas comment mettre ça, mais je pense le lien avec les corps. Là, au Brésil, je pense que même quand on disait la démocratie raciale, il y avait des auteurs qui disaient que ça passait par les sexes. C'est parce que nous, on fait des sexes avec les hommes blancs, font des sexes avec les femmes noires. C'est vraiment pour justifier la démocratie raciale. Et on va voir ça, je pense, un peu, la torture était vraiment dans les corps, la santé mentale et les corps. C'est quelque chose que vous allez voir est très lié, est très présent. Pour moi, c'était quelque chose qui, quand je suis là, ici, dans les organismes communautaires, quand je vois la santé mentale, c'est moins frappant peut-être qu'au Brésil. Le corps est vraiment, je ne sais pas si Zara est d'accord aussi. Donc il y a un lien fort avec le corps et la spiritualité là-bas. L'image qu'on peut donner, c'est, si on donne en termes de figure, je pense à torture et transe. Oui. C'est un peu comme si sur les corps, c'était, pas tous, mais quand même, sur les corps se sont prescrites les marques de la violence en termes de torture, par exemple, ou en termes de punition. Les esclaves qui étaient punis.
mais aussi la violence policière de la répression. Et de l'autre côté, l'importance dans des religions, qu'elles soient afro-brésiliennes au sens très très large, ou qu'elles soient même des religions chrétiennes fondamentalistes aujourd'hui, la transe est quelque chose qui est très très fort dans des expériences entre guillemets d'émancipation ou de communion ou de rencontre avec des divinités variées. Là, c'est compliqué de parler de tout ça, mais c'est pas, ici on n'a pas ça. On n'a pas cette affaire de trans et cette relation aussi forte aux marques physiques de la violence. Je dirais que ça passe pas par les mêmes créneaux. Alors ça, c'est très très fort et vous allez, oui, le trouver sur le terrain de façon... ça nous parle beaucoup, ça nous marque. Au Québec, on est une société plus douce quand même. Même dans tes relations, les quotidiens. Alors, on va juste lancer, c'est très bien, mais c'est seulement parce qu'on a 2 autres présentations. Alors, comme Isabelle, Je passe mon tour. je vais très bien juste lancer 2 dans tes distensions sur les mouvements sociaux. Il y avait cette question-là de ces associations de favelas ancrées dans les locales aussi. Oui. C'est très ancré dans les locales. Évidemment, la question des inégalités, c'est un petit peu des espaces où tout se croise. Et d'un autre côté, tu as parlé de mouvements sociaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils se qualifient ça? Oui, c'est ça. C'est C'est l'auto-qualification. C'est ça. Et là, je me posais beaucoup de questions. Je pense que c'est une distinction très importante. Comment tu distinguerais dans ces 2 types de mouvements en termes de classe sociale, en termes de qui s'investit là-dedans? Est-ce que ça se passe, le rapport entre l'État, la nation et les locales, donc, et quelles sont les passerelles et en même temps les ruptures entre ces deux mouvements? Et une 3e mouvement, parce que toi, tu as parlé, tu as dit, est-ce qu'il y a certains qui critiquent le fait que les sociétés, qu'on est dans une société d'ONG? Quand tu as, après, je crois que tu as clarifié un petit peu les choses, parce que je crois que quand nous, on entend ONG, c'est pas la même chose que quand on entend ONG, surtout dans les pays dits aujourd'hui à l'émergence ou en développement, on ne sait pas quoi, même si le Brésil maintenant, il a passé déjà de l'autre côté des pays, donc on les considère moins susceptibles de recevoir de l'aide internationale, etc. C'est-à-dire qu'ici, la mouvance communautaire, donc les organismes, le ESBL, les organismes communautaires, seraient plus proches de ces milieux d'association qui s'ancrent dans le local, alors que peut-être, quand tu as parlé de l'ONG, tu es en train plus de parler de mouvance internationale. Non. Okay, parce que là, il y a une distinction à faire. Tu as l'humanitaire, l'humanitaire international, qui vient de l'extérieur, qui a une logique, même s'ils sont des ONG, mais c'est une logique complètement, pas complètement, même s'il y a un discours similaire en termes de droits, etc., il y a ses propres logiques d'intervention. Tu as cet autre espace de mouvance ancré dans le local, très inspiré de certaines formes d'engagement différents qui peuvent venir de l'action sociale, théologie et libération, de mouvements de développement communautaire, de toutes formes. Freire, une conférence qu'il y a eu au Brésil, c'est très fort, il y a là un mouvement extrêmement puissant, et en même temps une autre mouvance qui est en même temps en lien, mais qui s'identifie peut-être davantage à des transformations en termes de droits, à des discours plus identitaires, et qui a des liens peut-être aussi avec l'extérieur. Je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup. Je vais essayer de... plus loin, je vais faire un commentaire en espérant que ça aide à la clarification, puis en disant que c'est mon interprétation. Parce que là, on est dans le présent, dans l'actuel, il y a plusieurs points de vue là-dessus. Mon point de vue, c'est que cette structuration en ONG, si on parle, il y a l'existence d'une association qui s'appelle l'Association brésilienne des ONG, la BONG, et qui est une entité importante. Si vous allez sur le site internet de la BONG et que vous cherchez le nom d'une ONG donnée, vous allez voir, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Ce sont des ONG qui se sont structurées en dehors des églises, avec l'idée d'un mouvement laïque
C'est la d'ONG. marque. Ça, c'est la marque très particulière au Brésil à cause de l'importance des églises à un moment donné. On a voulu se distancier de ça, puis avoir une société, je dirais, laïque, d'action dans la société civile, plus autonome des églises. Cette structuration en ONG, elle est multicomposite. Donc, vous allez en avoir qui vont être effectivement localisées, des toutes petites organisations localisées dans une favela donnée, comme vous allez avoir des grosses organisations comme FAS, par exemple, qui est une organisation qu'on va trouver un peu partout, installée un peu partout au Brésil, qui va avoir des actions sur des questions de pauvreté, de logement, de ville, etc. Alors, c'est pas si simple que ça de séparer de façon étanche aux mouvements sociaux, l'autodénomination qui va parler de grassroots, puis d'une multitude de petites organisations localisées dans les lieux mêmes de l'intervention, finalement, proches des communautés, et des organisations comme FAS, je donne cet exemple-là, qui va être une beaucoup plus grosse ONG localisée avec des beaux locaux dans le milieu de Rio de Janeiro, et qui va avoir des actions locales avec des plus petites. J'aurais envie de dire, parlons de la société brésilienne organisée par ces ONG à elle, qui ne sont pas de l'extérieur, mais qui sont très grosses, qui peuvent être très, très importantes, et qui ont plus de fonds qui viennent de l'État, et qui sont structurées avec des ONG plus petites, localisées en périphérie, et qu'on va appeler aux mouvements sociaux. Donc, les plus petites organisations de base. Mais elles ne sont pas détachées, elles ne se détachent pas des plus grosses. Je donnerais des organisations de femmes. Donc, il y a des organisations comme Guelédes à São Paulo ou Criolla à Rio de Janeiro qui vont travailler vraiment sur les droits reproductifs, la question de la violence faite aux femmes, la question du travail, de l'économie solidaire pour les femmes. Et ça, ce sont des ONG de femmes noires qui vont travailler avec les mouvements locaux, donc plus localisés dans les périphéries, et avec les plus petites organisations et qui vont structurer ensemble leurs actions. Vous voyez un peu la différence, donc, mais tout ça, c'est des ONG. C'est pas indépendant du mouvement des ONG lui-même, qui va être celui de la société civile organisée, plus ou moins en lien avec des églises aussi, qui vont continuer leur travail dans, par exemple, les pastorales de la terre, les mouvements de droit, etc. Fait que moi, je fais la distinction un peu comme ça, et je ne mets pas trop les ONG, elles sont présentes, les ONG internationales, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme la musique au Brésil, ils n'ont pas besoin de nous autres pour s'organiser. Alors, les ONG ont leur propre nationale, brésiliennes, sont tellement fortes et tellement importantes qu'elles-mêmes se structurent en termes de grandes ONG rassembleuses et plus petites ONG locales. Ça serait un peu la différence que je ferais. Est-ce que ça répond à ta question? Puis la question des services publics, là-dedans, qui est une autre affaire, bien, ça dépend des mouvements sociaux. Puis là, ici, la question du handicap, elle va être proche de la question de la santé mentale, dans le sens que là, on va avoir des associations de pères aidants, des organisations où les parents, par exemple, peuvent avoir une place, les institutions, etc. Puis là, ben, ça va être un mix entre des ONG puis des... Mais plus ou moins, seulement, vraiment, ça, seulement pour Moi aussi, Par j'ai exemple, juste un instant, on va suivre, on va prendre 2 questions de plus. OK. On va continuer la discussion, Il y a 2 ça ne s'arrête interventions. pas, parce qu'il y a 2 autres interventions. Alors, on va finir, on avait prévu finir à 12h30, donc à partir du moment où les autres interventions commencent,
vous allez avoir une vingtaine de minutes, Vous allez 15 aux toilettes? chacune. C'est ça qui Donc, était on aura le temps de poursuivre la discussion à notre moment. Ce sont de toute façon des lignes de Oui, travail qui ont c'est ça. Alors, on va prendre les deux prochaines interventions. C'est beau. Céline et Christine. Merci. Puis, attends juste une instant, Francine, on finit avec ça. Puis après, Ah oui, c'est juste, allez-y. OK, donc ça va être court. C'était plus pour dire mon commentaire par rapport au texte, le mouvement social et participation institutionnelle. C'était un petit peu aride par moment, là, mais c'est correct. Mais moi, ce que j'aimais, c'est que ça soulevait des questionnements, des questions que je me pose tout le temps en tant que militante. Donc, je me dis, je n'étais pas à côté de la traque que de répéter les mêmes questions. Je les répète tout le temps parce que c'est complexe et personne ne comprend trop ça. Mais donc, ça, je trouvais ça super le fun. Puis, qu'est-ce que ça me rappelait aussi, c'est que jadis, j'ai été formée en l'approche systémique. Attends, je vais être debout, moi, quand je ne vois pas, ça me fatigue. J'ai été formée à l'approche systémique en santé mentale. Puis là, je lisais le texte, là, j'aurais pu, il y a plusieurs passages que je trouvais, ah wow, fait que j'aurais une lunette pour m'aider à comprendre le mouvement social, tant brésilien que québécois de la santé mentale. Et dernier, ben dans le fond, je te pose pas de questions, tu es obligé de m'écouter. OK, correct. La dernière affaire, ce que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours ça aller t'écouter. Puis le mot clé que tu as utilisé pour décrire l'histoire des blessures, ça me faisait penser, j'ai travaillé pendant 2 ans de temps sur la question de la victimisation secondaire. Okay? Et puis pour moi, le mot blessure résonne tellement et tellement riche. Je pense que c'est un mot qu'on est capable pas mal tous de recevoir, d'entendre, mais par contre, l'agresseur est sous-entendu aussi. C'est ça la beauté de ce mot-là. Et c'est un mot aussi que Et la j'aimerais... guérison aussi. Hein? Avec blessure, on a agression, on a violence, on a guérison. Exactement. Il y a pas quelque chose, ouais. Puis je trouve ça, c'est pas réducteur de qu'est-ce que les personnes ont vécu. C'est un mot que j'aimerais ça voir utilisé dans notre jargon en santé mentale, pas juste dans les trucs post-traumatiques ou les sévices sexuels et physiques. C'est ça. Merci. Christine. Oui, c'était la question, c'était le questionnement que j'avais sur les ONG. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Obrigada. 5 minutes, si vous avez besoin de bouger. Ça pour me rendre à l'ascenseur. Vous n'avez pas le temps d'entrer en transe vous-même. C'est surprenant. Très rapidement, parce qu'on va rejoindre tout de suite après avec les deux prochaines. Oui, d'abord, des bons croissants. Ah, ça va être peur. La collègue. Ah non, c'est génial. Avec la Constitution, là, j'ai mis la table, là, j'avais des petites traversées en oui. La vie quotidienne, ça pour moi, ça me sert fondamental de ce que j'ai observé en tant que dans la mobilisation. La référence aux pratiques de cooptation. Et il me l'a en train de le créer, il se fait des une force c'est la déresponsabilisation et il faut faire des institutions et c'est le nouveau rôle. Et c'est ça que j'observe. Et là, tu as tout le problème, en fait, les services publics. Oui, c'est la masse, c'est l'acheteur. Elle a d'autres, c'est Très facile. Oui. Moi, j'aurais mal de moi. Dans le fond, je viens pas de pas lever. Ah oui, je me dis dans la tête. C'est comme ça, le film. Ah,